On m'a demandé de vous parler ce soir d'Atatürk 80 ans après. Pourquoi 80 ans après? Parce que le fondateur de la République turque dont on vient de parler à l'instant est mort en 1938. Alors, cet homme était né en 1881. Il était né Mustafa Kemal parce que dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas de nom de famille. Il était né à Salonique. Salonique, à l'époque, c'était une ville de l'Empire ottoman. Elle est aujourd'hui en Grèce. Et il est mort Atatürk, donc président de la République turque et fondateur de la République turque. Donc, vous l'avez constaté, 1881-1938, c'est une vie qui n'est pas longue, c'est une vie courte. Il est mort de maladie, il est mort exactement d'une cirrhose du foie, mais c'est une vie extrêmement intense. Et donc, avant de parler du bilan d'Atatürk et du kémalisme depuis la mort de Mustafa Kemal en 1938, je voudrais rappeler quelques éléments pour vous donner, pour situer le personnage, pour situer son œuvre, parce que je ne sais pas quel est votre degré de connaissance de l'Empire ottoman et des événements, et donc je vais essayer de faire les choses de manière synthétique, mais néanmoins signifiante. Je le disais tout à l'heure, il naît en 1880 dans une ville de l'Empire ottoman qui est aujourd'hui en Grèce. L'Empire ottoman à l'époque, c'est à la fois un grand empire sur le papier, et c'est quelque chose qui n'est plus ce qu'il a été. Au XVIe siècle, l'Empire ottoman était une des grandes puissances mondiales parce qu'elle contrôlait à la fois ce qui est aujourd'hui la Turquie, parce qu'elle contrôlait ce qui est aujourd'hui la Grèce, les Balkans, parce qu'elle contrôlait le sud de la Russie, ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la Crimée, parce qu'elle contrôlait ensuite, au fil des siècles et des décennies, l'Empire ottoman avait conquis l'Afrique du Nord, avait conquis l'Égypte, avait conquis la Libye, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le Mashrek. Elle avait conquis tout le Levant, c'est-à-dire aujourd'hui la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, Israël, et naturellement l'Arabie saoudite. Donc c'est un territoire qui était considérable, mais entre la grande puissance, l'acmé de l'Empire au XVIe siècle et la fin du XIXe siècle, un certain nombre de bouleversements stratégiques, militaires, économiques et financiers ont fait que l'Empire ottoman est devenu quelque chose qui s'est rapetissé et qui est devenu un objet de relations diplomatiques, alors qu'antérieurement, c'était un sujet des relations diplomatiques. Et donc, Mustafa Kemal naît dans une famille qui est relativement pauvre. Il devient officier parce que, à la différence d'autres empires, je fais la référence aux empires allemands ou austro-hongrois ou russes, où les officiers, les écoles d'officiers étaient réservées à la noblesse, dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas en tant que tel de noblesse, et donc l'armée était un élément d'ascenseur social. Et donc, quelqu'un qui part de très très bas comme Mustafa Kemal se retrouve officier et il se retrouve très bien classé. Et donc, il grimpe les différentes fonctions, les différentes responsabilités de l'armée ottomane. Et comme ça a été dit tout à l'heure, il va se retrouver à la fin, au moment de la guerre mondiale, il va jouer un rôle important. Pourquoi il joue ce rôle important? Parce que pendant la guerre mondiale, vous avez d'un côté les Alliés, donc les Français, l'Empire britannique, l'Empire russe, et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle les empires centraux, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, depuis la fin du XIXe siècle, a fait le choix de devenir allié des Allemands, non pas parce que les Turcs avaient une prédilection particulière pour Berlin et le germanisme, mais parce que les Turcs, à ce moment-là, étaient menacés par les Britanniques, par les Français et par les Russes. Et selon un principe que d'autres ont dû vous expliquer dans cette institution, les amis de nos ennemis sont nos amis. Voilà. Et donc, cette situation-là fait que le sultan ottoman a fait le choix de s'allier à l'Empire germanique, et l'Empire germanique a notamment aidé au développement économique et au développement des transports ferroviaires dans l'Empire ottoman, et notamment ce sont des Allemands qui construisent le chemin de fer qui part de Constantinople, puisque c'était ainsi qu'on appelait à l'époque Istanbul, jusqu'au lieu saint musulman. Et donc ce qui est important aussi, c'est que dans cette fin de 19e siècle, ça a été rappelé tout à l'heure par votre ami turc, l'Empire ottoman est un empire qui a une double responsabilité, une double nature. C'est à la fois un empire temporel, ce qu'on appelle le sultan, c'est donc le chef de tous les membres, de tous les sujets de l'Empire ottoman, mais c'est aussi une autorité spirituelle. C'est ce qu'on appelle le calife. Le calife, c'est celui qui est censé être le patron de tous les musulmans. Alors, je dis le patron, c'est un terme qui est naturellement inapproprié, parce qu'à la différence de la chrétienté catholique, où vous avez le pape
qui est l'autorité incontestée, dogmatique de l'ensemble des catholiques. Chez les musulmans, l'organisation est très différente. Vous n'avez pas cette institution ecclésiastique qui existe dans la chrétienté, mais en tout état de cause, vous avez ce pouvoir qui est un pouvoir qui reste important, qui est celui du calife. Et donc, à la fin du XIXe siècle, le sultan ottoman se souvient qu'il est calife. Il a conquis le califat au XVe siècle, au début du XVIe pour être plus précis. Il se souvient de ce, parce qu'à ce moment-là, encore une fois, les Allemands l'incitent à se souvenir de ce califat. Pourquoi cette incitation germanique? Parce qu'encore une fois, il y a ce débat entre les Allemands, les Français et les Britanniques. Les Français et les Britanniques ont des empires coloniaux où il y a énormément de sujets qui sont musulmans. Pour les Britanniques, c'est notamment aux Indes et ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afghanistan. Et pour les Français, c'est bien sûr l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et une partie de l'Afrique noire. Et donc, les Allemands qui n'ont pas autant de puissance coloniale peuvent très très bien arguer du fait qu'il faut rappeler, il faut utiliser l'argument musulman contre les Britanniques et contre les Français. Et donc c'est eux qui incitent le sultan de Constantinople à revenir à cette fonction spirituelle. Et donc c'est comme ça que les Turcs se retrouvent du côté de Berlin et de Vienne pendant la Première Guerre mondiale. La situation militaire est assez compliquée parce que sur le plan militaire, les Turcs ont une armée qui est relativement fragile et donc ils sont rapidement mis en difficulté. Et à ce moment-là, il y a une opération importante qu'essayent les Franco-Britanniques qui est de débarquer sur la presqu'île des Dardanelles. Je ne sais pas combien d'entre vous ont été à Istanbul et combien ont eu l'occasion d'aller aux Dardanelles, mais c'est donc une presqu'île qui est au sud de la mer de Marmara, donc au sud de l'accès vers Istanbul-Constantinople, et celui qui franchit les Dardanelles rentre ensuite assez facilement jusqu'à la mer de Marmara, et donc peut conquérir Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. Et donc le projet qui est piloté par quelqu'un qui est encore un jeune ministre britannique, qui s'appelle Winston Churchill, qui est premier lord de l'amirauté, c'est une opération donc à la fois terrestre et navale franco-britannique, et donc l'objectif c'est d'attaquer les positions turques et allemandes sur le presqu'île des Dardanelles. Et à ce moment-là, Mustafa Kemal est jeune général, il n'est pas en première position parce qu'il a eu des difficultés avec le patron de l'Empire, le patron du gouvernement ottoman. C'est une histoire dont je pourrais vous donner des détails si vous le souhaitez, mais pour le moment c'est marginal par rapport à mon propos. Et donc Mustafa Kemal a énormément de chance parce qu'un beau matin, il est en train de faire manœuvrer ses troupes et à un moment, on lui dit, Pacha, c'est-à-dire le titre du général en turc, on lui dit, il y a les Anglais qui battent. Et en fait, les Anglais, c'est une petite unité britannique qui a dérivé, elle ne devait pas se retrouver là où elle se retrouve, et donc Mustafa Kemal réagit extrêmement efficacement, il pousse ses troupes pour contre-attaquer, et il repousse les Britanniques. Et donc à partir de là, il va acquérir une gloire militaire réelle, d'autant plus réelle que le reste des mouvements ottomans sont plutôt des défaites que des victoires. Et donc à partir de là, il devient connu, et donc lorsqu'à la fin de la guerre, en 1918, l'Empire ottoman est vaincu, il a une certaine réputation, il a un certain statut, et c'est comme ça qu'il va conduire ce que votre ami appelait tout à l'heure la guerre d'indépendance. C'est-à-dire qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Ottoman est vaincu, l'Empire ottoman est vaincu, et très clairement, l'objectif des Britanniques, des Français, des Italiens et des Grecs, c'est de dépecer l'Empire ottoman. Et donc l'objectif, c'est de supprimer l'Empire ottoman, de découper l'Anatolie actuelle en différents territoires pour les Grecs, pour les Italiens, les Français et les Anglais, Constantinople devenant une sorte de ville internationale sous contrôle interallié, les détroits étant internationalisés, et ce qui permet ensuite donc aux bateaux de rentrer dans la mer Noire. Bien entendu, cette situation déplaît aux Turcs. C'est comme si on disait un jour à la France ou à n'importe quel autre pays que vous connaissez, eh bien on découpe la France, on en fait 4 ou 5 sous-France. Et donc, il y a un mouvement de résistance nationale qui se crée, avec un certain nombre de petits groupes qui apparaissent ici et là, à Constantinople, sur la côte ouest, sur la côte sud. Et donc, de fait, Mustafa Kemal va se retrouver à la tête de ces différents mouvements, et donc il conduit ce que les Turcs appellent la guerre d'indépendance, qui est en fait une guerre contre les Alliés, et principalement contre les Grecs, parce que le premier ministre grec de l'époque, qui s'appelle Venizelos, il a une politique très claire, il veut reconquérir la partie ouest de l'Anatolie pour donner à la Grèce
son statut antique. Donc il y a à la fois la terre grecque telle que vous la connaissez aujourd'hui, et donc toute la partie ouest de l'Anatolie a vocation, dans l'esprit de Vénizélos, à devenir grecque. Parce qu'effectivement, dans l'Antiquité, c'était des colonies grecques. Et donc, la politique des nationalistes, à ce moment-là, donc conduite par Mustafa Kemal, est de s'opposer à cette ambition grecque et des ambitions franco-britannico-italiennes. Et donc la guerre va durer entre fin 1918, début 1919 et 21. 21, oui c'est ça, fin 21. Et ce qui est intéressant, c'est que Mustafa Kemal, donc, qui est donc un général qui a une certaine valeur, mais qui n'est pas non plus un homme politique ni quoi que ce soit, il va utiliser de 3 arguments qui vont finalement lui donner la victoire. Naturellement, il utilise l'argument du nationalisme, mais il utilise aussi 3 autres arguments sur lesquels j'insiste parce qu'ils ont leur importance dans la suite de l'histoire de la Turquie et même dans son actualité. La première, c'est que alors que Mustafa Kemal n'est pas du tout un croyant ni un pratiquant de l'islam, il fait appel à l'islam. Et il explique qu'il est là pour combattre les infidèles et qu'il est là pour sauver le rôle de l'islam en Turquie. Et donc, il obtient le soutien des responsables musulmans, des imams, et il obtient aussi le soutien de ce qu'on appelle en Turquie les confréries. Les confréries, c'est une spécificité de l'islam turc. L'islam turc, c'est à la fois un islam très officiel, et à la fois, tout au long de l'histoire de l'Empire ottoman, ont été créées des espèces d'organisations qui sont à la fois religieuses, commerciales, parfois militaires, qu'on appelle des confréries, et qui ont joué un rôle politique très important dans l'évolution de l'Empire ottoman. Et donc ces confréries, elles se donnent leur soutien à Mustafa Kemal. Donc c'est la première chose, le facteur religieux. Deuxième facteur dont on voit encore plus l'actualité aujourd'hui, il obtient le soutien des Kurdes. Les Kurdes, ce sont donc des populations qui habitent dans l'est de l'Anatolie, qui sont des populations qui n'ont jamais vécu en tant que nation-État. Ce sont des populations qui sont dans des clans, des tribus, il y en a énormément. On retrouve aujourd'hui des Kurdes en Turquie, en Syrie, en Irak, en Iran. Mais à l'époque, donc, il y a beaucoup de Kurdes qui sont dans cette partie orientale. C'est là où Mustafa Kemal a installé son QG. Et ce qui est important pour Mustafa Kemal, c'est que les Kurdes sont d'excellents combattants. C'est un peu comme chez les Russes, les Cosaques. Ce sont des gens qui ont été tout au long des décennies, qui ont joué un rôle de garde-frontière. Et donc, pour Mustafa Kemal, sur le plan militaire, c'est important d'obtenir le soutien des Kurdes. Troisième élément, troisième spécificité encore plus audacieuse de Mustafa Kemal, alors que dans l'histoire, les relations entre les Russes et les Turcs, les deux pays se sont confrontés au bout, je crois qu'il y a eu 13 guerres, et que les Russes notamment ont conquis le sud de la Russie à l'époque de Catherine II, la Crimée, et l'objectif russe a toujours été de conquérir Constantinople pour des raisons religieuses. Donc là, Mustafa Kemal non seulement réussit à se mettre d'accord avec les Russes, mais il se met d'accord avec quels Russes? Il se met d'accord avec le pouvoir bolchevique. C'est-à-dire qu'il se met d'accord avec Lénine, et il obtient donc une alliance et un traité d'amitié entre Moscou et le mouvement nationaliste. Et ce qui inquiète encore plus Londres, Washington et les autres, c'est que vous savez que Moscou à l'époque se lance dans une espèce de démarche révolutionnaire mondiale. Et donc l'interprétation que l'on fait à Paris, à Londres, de l'alliance entre Moscou et Mustafa Kemal, c'est de dire voilà un mouvement nationaliste turc qui va nous menacer parce qu'il va jouer aussi un rôle révolutionnaire, et donc il va nous menacer dans nos colonies et un peu partout. Et donc Mustafa Kemal réussit à jouer à la fois sur une tactique musulmane, donc a priori conservatrice, et sur une tactique révolutionnaire avec les soviétiques, puisque les soviétiques lui envoient de l'or, lui envoient de l'armement, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant sur le plan tactique, parce que, encore une fois, cet homme qui n'a qu'une expérience militaire, en quelque sorte, au travers de la guerre d'indépendance, acquiert une tactique, et même une vision stratégique qui lui permet de conduire la Turquie à l'indépendance. Et il faut savoir qu'en 1920, il y a un traité qui est signé à Sèvres, donc dans la banlieue de Paris, et ce traité donc, prévoit, comme je disais tout à l'heure, la découpe de la Turquie, puisqu'en fait, ne reste de la Turquie qu'une espèce de petit carteron de territoire au centre de l'Anatolie, avec Ankara comme petite capitale et Istanbul comme ville internationale. Et 3 ans après,
après la victoire de Mustafa Kemal sur les Grecs et sur les alliés franco-britanniques et italiens, est signé un nouveau traité qui annule le traité de Sèvres, qui est le traité de Lausanne, qui lui supprime donc tous les projets qu'avaient Washington, Londres, Paris, Rome et Athènes, et qui donne à la Turquie grosso modo son statut actuel territorial, c'est-à-dire l'Anatolie, c'est-à-dire la partie Istanbul et donc la partie Thrace orientale, et qui prévoit, qui supprime le régime des capitulations, qui était un régime très important parce qu'il donnait des avantages fiscaux et économiques d'extraterritorialité aux puissances non ottomanes, et qui prévoit aussi des échanges de population, c'est-à-dire que le traité de Lausanne prévoit que les Grecs qui vivent en Anatolie quittent l'Anatolie et repartent en Grèce, et les Turcs qui vivent en Thrace, donc dans la Grèce, repartent en Turquie. Donc c'est à partir de là que va, donc on est fin 1923, que va véritablement apparaître la Turquie contemporaine, et dans la foulée de cette victoire diplomatique, qui est très importante parce que non seulement elle a culbuté les projets du traité de Sèvres, mais dans beaucoup de pays qu'on n'appelle pas encore du tiers-monde, on a l'impression qu'après la victoire du Japon sur les Russes en 1905, un État qui n'est pas un État européen, qui n'est pas un État occidental, réussit à vaincre les Français, les Britanniques, c'est-à-dire ceux qui sont considérés à l'époque comme les copuissances mondiales. Et donc, sur le plan symbolique, en Afrique, en Asie, dans tous les continents des pays qu'on appelle colonisés à l'époque, le mouvement kémaliste, le mouvement nationaliste turc, est perçu comme un signal extrêmement important, et il va inspirer tout un tas de nationalistes, tout un tas de gens qu'on va retrouver ensuite aux Indes, Gandhi, en Afrique du Nord, Bourguiba, en Égypte, etc. Donc c'est un rôle qui est, la victoire de Mustafa Kemal et des nationalistes turcs a un effet d'entraînement sur tout un tas de choses qu'on va retrouver dans les années 30, 40, 50 et 60. Et alors, donc, dans la foulée, en Turquie, que fait Mustafa Kemal? Il supprime l'Empire ottoman, il supprime le califat, il supprime le sultanat, et donc il crée une république. Et il dit, c'est fini toutes les histoires de l'Empire, toutes les histoires de la confusion entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, toutes ces histoires-là sont terminées. La Turquie devient une république, et une république qui va ensuite adopter un certain nombre de mesures, de lois très importantes, qui vont faire d'elle une république moderne. C'est-à-dire que sont adoptées des lois sur l'égalité, le droit civil à l'européen, c'est-à-dire que les principes du droit sont dorénavant ceux de l'Europe. On va adopter le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, à tel point que les femmes turques voteront au début des années 30, alors que le droit de vote en France n'est accordé que en 1944. Donc les femmes turques votent plus de 10 ans avant les femmes françaises. Il y a d'ailleurs une Miss Monde qui est élue en Turquie, qui est une Turque dans les années 30. On supprime tout ce qui est le rôle de la religion, tous les vêtements religieux sont interdits, tout le chapeau traditionnel en Turquie qui était le fez est interdit, et on importe, c'est un excellent marché pour un fabricant de chapeaux européen qu'on appelle le Borsalino. Et donc Mustafa Kemal, qui est par ailleurs extrêmement élégant et qui se fait faire des costumes à Vienne ou à Londres, donne un exemple de la manière dont il faut s'habiller. Donc on s'habille à l'européenne, on adopte les danses européennes, on adopte la musique européenne, tout devient européanisé, on adopte les maillots de bain à l'européenne, on va à la plage, qui naturellement avant était considéré comme totalement impossible. Tout ça devient donc non seulement à la mode, mais devient une obligation légale. Et ce qui devient également quelque chose de très important, c'est que Mustafa Kemal interdit l'ancien alphabet, qui était un alphabet donc arabe, et il adopte un alphabet latin, ce qui naturellement est très important parce que ça montre une coupure par rapport au régime antérieur, mais ça veut dire aussi qu'il y a une coupure au sein des familles entre la jeune génération qui va apprendre l'alphabet latin et les anciennes générations qui ne connaissent que l'alphabet ottoman, arabe. Alors, vous allez me dire, c'est très compliqué. Oui et non. Il faut savoir qu'à l'époque, le taux d'analphabétisation de l'Empire ottoman est très très important, et donc cette coupure, elle est à la fois réelle et elle est amoindrie par le fait qu'il y a énormément d'analphabètes. Donc, vous avez, sur le plan juridique, sur le plan des mœurs, sur le plan de la culture
énormément de choses qui vont se faire entre 1923 et le début des années 30. Et donc c'est en moins de 10 ans que, selon un diplomate que je cite dans ma biographie d'Atatürk, Mustafa Kemal a en fait complètement renversé la peau de son peuple. Il a effectivement, vous imaginez le choc que ça a pu être pour la population turque, non seulement dans les capitales, puisque effectivement, pour des raisons symboliques, Mustafa Kemal a déplacé la capitale turque de Constantinople, Istanbul à Ankara. Et donc tout ça est très très important. Ça a joué encore une fois à l'intérieur du pays et à l'extérieur un rôle symbolique très très important qui, dans les années 30, aboutit à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que notre ami turc disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une loi oblige chacun à avoir un nom de famille. Antérieurement, encore une fois, dans l'Empire ottoman, il n'y avait pas de nom de famille, d'où des surnoms. Mustafa Kemal, il est appelé Selanikli parce que ça veut dire celui de Salonique. Voilà. Mais on donnait d'autres noms, on donnait d'autres surnoms en fonction de la couleur de cheveux, en fonction de la grosseur de ceci, de la taille, machin chose. Voilà. Et donc, le Parlement turc, la Grande Assemblée nationale turque, comme on dit, décide de donner à Mustafa Kemal le nom d'Atatürk, qui est à la fois, comme ça a été dit, le nom du père des Turcs, mais c'est même plus que le père des Turcs. C'est le Turc père. Ata, c'est le père au sens racine, au sens totémique de la chose, et donc c'est le Turc qui, par essence, est le père de la nation. Et donc ça explique bien quelle est dans l'imagination populaire, politique, sociétale de la Turquie à l'époque, le rôle que l'on veut conférer à Mustafa Kemal, c'est-à-dire quelque chose qui est la racine et en quelque sorte la racine éternelle. Et donc lorsque Mustafa Kemal meurt en 1938, c'est pour le pays un choc terrible. Si vous lisez mon livre ou si vous lisez d'autres livres, vous verrez comment les gens ont vécu comme un véritable traumatisme. Moi, ma première version de notre biographie est sortie en 89. Et j'avais eu l'occasion d'interviewer des personnes, notamment des dames, qui n'étaient plus très très jeunes, mais qui avaient connu Mustafa Kemal comme fille ou fils de deux personnalités qui entouraient le président de la République. Et donc, elles avaient vécu 60-70 ans depuis, et elles se souvenaient encore, les larmes dans les yeux, de la manière dont Mustafa Kemal leur avait adressé une parole ou leur avait touché la main. Donc il faut bien avoir en tête cette espèce de symbolique extraordinaire qui a été Mustafa Kemal, qui a sauvé la Turquie du dépècement après 1918, qui n'a non seulement sauvé le pays en lui donnant un statut territorial nouveau, mais qui en plus l'a propulsé dans une civilisation européenne qui était à l'époque considérée comme la civilisation de référence, et il a voulu donc faire de la Turquie un État exemplaire. Il l'a fait à la fois dans cet aspect civilisation, mais il l'a fait aussi par exemple par rapport à la Grèce, puisque alors encore une fois que la Grèce avait été le principal opposant après 1918, Mustafa Kemal et Venizelos ont essayé d'établir des relations d'extrême amitié, à tel point qu'au début des années 30, Venizelos a proposé à le futur Atatürk, qui n'était pas encore Atatürk, comme prix Nobel de la paix. Donc on parle souvent du rapprochement entre les Français et les Allemands avec De Gaulle et Adenauer dans les années 50-60, mais il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé entre les Grecs et les Turcs dans les années 30 est au moins aussi équivalent, parce que là aussi, les souvenirs d'hostilité entre les Grecs et les Turcs valent, et au moins les souvenirs d'hostilité entre les Français et les Allemands. Voilà, donc le rôle symbolique de Mustafa Kemal et d'Atatürk est fondamental, et à tel point que Mustafa Kemal est officiellement décédé le 10 novembre 1938 à 9h05, et donc traditionnellement depuis, le pays s'arrête à 9h05, tout le pays s'arrête et garde donc quelques instants de silence. Alors, ça c'était en 1938. Et vous me direz, mais depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses parce que la Turquie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, est restée grosso modo indépendante. Et après la Deuxième Guerre mondiale, donc nous sommes en 45, 46, 47, apparaît ce qu'on va appeler la guerre froide. C'est-à-dire que l'Europe de l'Ouest avec les États-Unis constitue un bloc qui s'oppose à l'URSS et au bloc soviétique. Et donc la Turquie va se retrouver en première ligne de cette guerre froide. Pourquoi? Parce que Staline
a des revendications territoriales sur un certain nombre de villes de l'Est de la Turquie, parce que Staline veut remettre en cause ce qu'on appelle la Convention de Montreux, qui établit les conditions dans lesquelles les bateaux militaires peuvent franchir les détroits et donc quitter la mer Noire pour aller en Méditerranée et réciproquement. Et à l'inverse, du côté occidental, les Américains font de la Turquie, encore une fois, la première ligne de leur ligne anti-soviétique. Et si vous avez regardé, si vous connaissez un peu le plan Marshall et les déclarations de l'époque, le président américain Truman, qui a succédé à Roosevelt, il promeut donc la Grèce et la Turquie comme les premiers pays destinés à recevoir de l'argent au titre de l'aide américaine pour s'opposer aux menaces soviétiques. Et donc la Turquie, à ce moment-là, va se retrouver dans une situation qui n'était pas diplomatiquement ni celle qu'avait promue Atatürk, ni celle qui avait été la sienne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est un premier point qui est important. Deuxième point qui est important, qui est la dérivée première ou seconde du premier, c'est que les Américains se prétendent être des démocrates. Et donc, nous sommes à ce moment-là la création des Nations Unies, et donc les Américains disent aux Turcs, il faut que vous ayez des élections réelles, il faut que vous ayez des partis différents, parce qu'à l'époque de Mustafa Kemal Atatürk, la démocratie était très très relative, il y avait un seul parti, qui était le parti, le CHP, qui est le parti républicain du peuple, et donc on était dans une sorte de dictature de fait. Et donc, à partir du moment où les Américains disent on va vous donner de l'aide financière, technique, etc., on vous considère comme quelqu'un qui fait partie de notre famille, il faut obligatoirement que vous ayez une véritable démocratie. Et donc, il y a des premières élections qui sont organisées en 1946, qui sont largement pipotées, donc on les oublie rapidement, et les véritables élections démocratiques datent de 1950. Et qu'est-ce qui est important, c'est que quels sont les arguments électoraux qui sont mis en place entre les deux principaux partis, le parti républicain du peuple, qui est le parti en quelque sorte officiel kémaliste, et l'autre parti, qu'on appelle le parti démocrate, qui est également un parti démocratique, mais qui, à la différence du parti républicain qui est un parti étatiste, le parti démocrate est un parti libéral, c'est-à-dire qu'il est représentant des milieux d'affaires, des commerçants qui ont réussi, des paysans qui sont à l'aise, et donc lui, il considère que l'État est trop présent et il faut effectivement davantage de liberté fiscale, de liberté de commerce, de liberté d'investissement, etc. Et donc ces deux partis vont s'opposer, mais ils s'opposent à la fois sur ce schéma économique, mais les uns et les autres vont mettre en avant, et notamment le Parti démocrate, des questions religieuses. Et donc, alors que Mustafa Kemal, alors qu'Atatürk avait voulu laïciser la République turque, il avait voulu cantonner les questions de religion, de pratiques religieuses, d'éducation religieuse à la vie privée, à la sphère familiale, à la sphère personnelle, la campagne électorale et le Parti démocrate vont effectivement remettre sur la scène politique les questions religieuses. Et donc, on va à partir de là avoir une espèce de course permanente où, de fil en aiguille, et au fur et à mesure des années, des générations, le facteur religieux va prendre de plus en plus d'importance. Alors, ce facteur religieux, je saute les étapes parce qu'il faut que vous ayez l'occasion de me poser des questions. Le facteur religieux, il est devenu aujourd'hui omniprésent avec l'actuel gouvernement turc dirigé par donc, Recep Erdogan et un parti qui s'appelle l'AKP. Recep Erdogan, lui, considère qu'il conteste le modèle kémaliste sur deux choses. Il conteste effectivement sur l'aspect laïque, il considère que la religion islamique doit être l'alpha et l'oméga de la société et que contrairement au projet kémaliste, donc, il n'y a aucune raison de marginaliser, de privatiser la religion. Il considère que la Turquie est un pays islamique et qu'en pays islamique, l'islam doit être partout, à la fois dans la vie économique, dans la vie culturelle, dans la vie éducative, dans les relations entre les hommes et les femmes, etc. etc. Ça, c'est un premier élément qui est naturellement très discriminant par rapport à la façon dont Atatürk et les kémalistes voyaient la Turquie. L'autre facteur extrêmement différenciant Mustafa Kemal, Atatürk et Recep Erdogan, c'est que lui considère que la référence historique, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas le modèle européen, mais c'est l'Empire ottoman. Et donc, lui, il fait une espèce de continuité historique par rapport à la grande période
de l'Empire ottoman et par rapport au grand sultan. Et donc il dit qu'il faut que la Turquie contemporaine n'ait pas honte de l'Empire ottoman, mais elle doit au contraire valoriser tout ce qui a été fait et retrouver naturellement le statut qui fut le sien à l'époque de l'Empire ottoman. Et il dit, dans ce contexte-là, la période kémaliste, la période d'Atatürk, est une sorte de parenthèse que Erdogan referme. Voilà. Et donc, ça, ce sont deux différences qui sont des différences fondamentales. Alors, bien entendu, pour ceux d'entre vous qui ont été en Turquie, si vous allez à Ankara, le mausolée d'Atatürk est toujours là. Comme je disais tout à l'heure, à la date anniversaire de son décès, la population s'arrête. Mais pour le reste, Mustafa Kemal et Atatürk et le kémalisme sont aujourd'hui complètement, officiellement contestés par Erdogan, par l'AKP, donc son parti, et par tous ceux qui sont d'accord avec eux. Alors, bien entendu, c'est quelque chose qui est traumatisant pour les kémalistes turcs, c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible pour les Européens, parce que dans le modèle d'Atatürk, l'Europe était considérée comme la référence. Et donc, quand vous avez un pays qui vous dit non, non, vous n'êtes plus la référence, les Européens disent ça ne va pas. Et ça va d'autant moins que la manière dont Erdogan applique, entre guillemets, la démocratie, notamment depuis l'histoire de l'attentat de 2016, est naturellement particulièrement critiquable au regard des normes qui sont les nôtres. Voilà. Donc c'est un des points qui sont les points de rupture entre l'Europe et la Turquie de Recep Erdogan. Mais ce qu'il faut avoir en tête lorsqu'on analyse la situation actuelle de la Turquie, c'est également deux autres points sur lesquels j'insisterai pendant quelques instants. Le premier, c'est que si l'AKP et Recep Erdogan sont au pouvoir depuis 2002, ce n'est pas obligatoirement parce qu'ils ont truandé les élections, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont bourré les urnes, mais c'est aussi parce qu'ils ont, comme on dit, des éléments de langage, où ils ont une histoire à raconter qui a conquis une partie de l'opinion publique turque. D'une part, au moins jusqu'en 2015-2016, le parcours économique de la Turquie est un parcours extraordinaire. Le PIB par habitant a augmenté de l'ordre de 40 à 50%. C'est-à-dire que vous avez une classe moyenne turque qui est une classe qui a bénéficié du régime d'Erdogan. Et donc ces gens-là disent, je ne vois pas pourquoi on ne va pas voter pour l'AKP et pour Erdogan. Et notamment, vous sont apparus toute une classe d'entrepreneurs qui disent, nous on est à la fois entrepreneurs et nous sommes de bons musulmans. Et donc ces gens-là disent, tout le modèle qu'on nous donnait comme référence unique de l'Europe, etc., c'est quelque chose qui est parfaitement contestable. Et donc ce sont ces gens-là qui sont les relais électoraux d'Erdogan. L'autre facteur qui est important pour nous, c'est un peu ce que disait votre ami turc tout à l'heure, le positionnement géostratégique de la Turquie. Quand vous regardez la carte de la Turquie, vous voyez qu'elle est dans une zone extrêmement sensible. Vous avez naturellement au nord la Russie, vous avez le Caucase, et vous avez au sud, un peu plus au sud, l'Iran, vous avez la Syrie. C'est donc des pays qui sont des pays de conflit, ou des pays de menaces potentielles, ou des pays d'instabilité. Et donc la manière dont les Turcs jouent ou ne jouent pas ce rôle, c'est quelque chose qui ne peut pas être mineur, qui ne peut pas être même marginal, ni pour l'Europe, ni pour les États-Unis. A fortiori, depuis que se pose le problème des migrants, et qu'une bonne partie des migrants venus de cette partie du Moyen-Orient sont passés par la Turquie. Et donc vous vous souvenez des accords que Erdogan avait très habilement négociés avec la chancelière Merkel pour effectivement obtenir de l'aide financière contre l'accueil d'un certain nombre de dizaines ou de centaines de milliers de migrants venus de Syrie. Donc tout ça pour dire que autant le régime d'Erdogan est contestable par rapport aux références de Mustafa Kemal et d'Atatürk, autant le régime d'Erdogan est contestable par rapport à nos normes démocratiques, autant le régime d'Erdogan trouve une certaine, non pas légitimité, parce que le mot n'est pas appliqué, mais une certaine cohérence par rapport à un modèle économique, encore une fois, qui a extrêmement bien fonctionné jusqu'en 2015. Là, les Turcs sont dans une situation qui est beaucoup moins bonne. Si vous regardez les journaux ou la télévision ou la radio, vous constaterez que la livre turque, depuis fin 2017, a perdu quelque chose comme 35% par rapport à l'euro et près de 45% par rapport au dollar. Et que la situation est tellement compliquée pour une bonne partie de la population turque que les autorités turques sont obligées, comme dans un régime soviétique,
d'ouvrir des commerces de fruits et légumes pour permettre aux personnes les plus pauvres en Turquie de se nourrir. Donc la situation est aujourd'hui, sur le plan économique, très très différente de ce qu'elle fut la guerre, et naturellement, ça pose, pour la suite électorale de l'AKP, ça pose des questions relativement inédites. Donc la situation économique est ce qu'elle est, mais en termes géostratégiques, le rôle de la Turquie demeure très important. Il demeure d'autant plus important que depuis quelques années, notamment avec le président russe Poutine, Erdogan a créé de nouvelles relations, qui fait que, vous avez peut-être vu, les Russes sont en négociation avec les Turcs pour leur vendre des missiles, alors que la Turquie est toujours membre de l'OTAN et qu'en principe, un pays de l'OTAN se dote uniquement d'armements de pays membres de l'OTAN. Et donc la situation est particulièrement sensible pour les Américains et pour les autres pays de l'OTAN. Donc ce qui veut dire encore une fois que ce jeu géostratégique que conduit Erdogan par rapport à la Syrie, par rapport à l'Europe, par rapport à l'OTAN, par rapport à la Russie, par rapport aussi à l'Iran, puisque même si d'un côté ce sont des chiites et de l'autre des sunnites, il y a effectivement tout un jeu de balance entre Ankara, Téhéran, et vous avez vu aussi peut-être qu'il y a aussi des situations assez compliquées avec les Égyptiens, puisque les Égyptiens ont chassé les frères musulmans, alors que Erdogan est plutôt partisan des frères musulmans. Tout ça pour dire que la Turquie est un pays qui compte, qu'il faut effectivement bien appréhender son rôle, et encore une fois, je vous encourage à aller en Turquie, parce qu'indépendant de toute considération, c'est un pays d'une remarquable beauté, une très très belle cuisine, et les gens sont extrêmement hospitaliers, donc indépendant de toute considération politique ou stratégique, encore une fois, allez en Turquie, je vous le recommande. Voilà, merci de votre écoute, et si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Non, ça va, mais si vous voulez que je prenne de l'eau, je prends de l'eau. Ce n'est pas compliqué. Mademoiselle. Alors, peut-être, parce que moi je vais en avoir plusieurs du coup. Monsieur. Oui, donc je vous remercie pour cette conférence. Moi, il y a quelque chose que j'ai jamais vraiment compris avec Atatürk, c'est qu'il y a une sorte de paradoxe un peu dans sa vie, entre le moment où il mène cette guerre de libération et d'indépendance, entre guillemets, pour la Turquie, à l'encontre des Européens, et de l'autre, une fois qu'il est au pouvoir, il y a vraiment quelque chose qu'on pourrait considérer comme une perte de valeur et une adoption du mode de vie même européen. Et, je trouve ça vraiment paradoxal. C'est un peu comme si, par exemple, Donald Trump disait, voilà, il faut virer un petit peu les valeurs latines, etc., et puis demander l'importation de sombreros. Non, c'est pas. J'ai sûrement été peu clair dans mon propos. Il n'y a pas de contradiction. C'est différent quand vous choisissez des valeurs et c'est différent quand on vous les impose. Dans le schéma de 1918 jusqu'à la fin de la guerre d'indépendance, le schéma était effectivement un schéma où les pays occidentaux devenaient des occupants de la Turquie, la découpaient, la transformaient et en faisaient des provinces à leurs mains. À partir du moment où la guerre d'indépendance est vaincue, à partir du moment où le traité de Lausanne est signé, c'est une nation qui est majeure, qui a gagné, qui est reconnue comme telle par les puissances, qui lui parlent d'égal à égal, alors qu'antérieurement il parlait d'en haut en bas, il parle d'égal à égal, et Mustafa Kemal fait un choix. Il aurait pu faire le choix du modèle soviétique, il aurait pu faire un choix totalement différent, il fait le choix occidental parce qu'il a été élevé dans une tradition, en particulier à Salonique, où il y a énormément de commerçants européens, il y a énormément de francs-maçons, etc., il fait le choix de dire que pour lui, le modèle européen, c'est le symbole du modernisme. Et c'est par là qu'il faut effectivement que la Turquie rejoigne ces pays qui furent naguère des pays qui voulaient conquérir et dominer la Turquie et qui maintenant sont obligés de la reconnaître comme égale. Est-ce que je vous ai convaincu? Oui, en fait, c'est juste alors dans ce cas-là, au départ, en fait, pour libérer un peu, il n'avait pas le choix, il s'est appuyé sur ceux pour qui le mode de vie turc était quelque chose de très fort. Sur les religieux, etc. Et puis juste après, il mène une... Il sait, je veux dire, à la fois en tant que bon politique et en tant que bon militaire, il s'est appuyé sur ceux
qui étaient pour lui les meilleurs alliés. D'accord. Voilà. Mais encore une fois, j'ai parlé des Kurdes. Les Kurdes, 90 ans après, sont toujours dans la situation qu'on connaît. Alors qu'à l'époque, il leur avait promis l'indépendance après la fin de la guerre. Bonjour monsieur, donc merci pour votre conférence. Moi je vais avoir plusieurs questions, donc je vais commencer sur Atatürk. Oui. Mais d'abord, juste, je voulais savoir, vous faites partie du groupe d'amitié France-Turquie? Non, 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 non. Tout à l'heure, on m'a présenté comme le groupe d'amitié France-Turquie, c'est un groupe d'amitié parlementaire. Oui. Et je ne suis pas parlementaire, D'accord. ni à l'Assemblée ni au Sénat. Le comité France-Turquie a été créé après la Deuxième Guerre mondiale par des responsables français et turcs pour faire en sorte que les deux pays se connaissent mieux. Voilà. Et donc, du côté français, on a eu comme président d'honneur Raymond Barre, on a eu Maurice Couve-de-Mirville, Philippe Seguin, etc. Moi, j'ai présidé ce comité de 2000 à 2002, j'ai succédé à un ambassadeur, et en 2002, j'ai rejoint un cabinet ministériel, et pour éviter des questions de conflit d'intérêts, j'ai quitté la présidence. Donc, je siège toujours au conseil d'administration, mais c'est tout, et ça n'a rien à voir avec le groupe d'amitié parlementaire. D'accord, parce que c'était ma question, parce que du coup, c'est plus orienté politiquement. Et donc, moi, mes questions, c'est premièrement par rapport à ce, je dirais plutôt mythe de la Turquie laïque et d'Atatürk. J'ai plus l'impression que cette laïcisation forcée, on va dire, de la Turquie sous Atatürk était de façade, parce que comment on peut prétendre qu'un pays peut être laïque alors même qu'il a une religion officielle, l'islam sunnite, dans le cas de la Turquie d'Atatürk. Ensuite, tout au long de son existence et de son règne, le pouvoir turc s'est appuyé sur la répression, la destruction et la négation de tous ceux qui n'avaient pas la chance d'être des Turcs sunnites blancs. Je pense que vous savez, mais le nationalisme turc est très fort. Et vous avez occulté pendant votre présentation la partie du génocide des Arméniens. Il y a les Alévites aussi. Et il y a le massacre. Attendez, je fais une note. Le massacre de Dersim. Donc je voulais savoir pourquoi vous avez occulté cette partie-là, parce que ça rentre dans le cadre en fait de la pensée d'Atatürk, justement ce nationalisme fort. Et bon, vous n'êtes sans savoir que Hitler s'est appelé, donc je pense que vous savez le livre auquel je fais référence de Stéphane Hirk, sur Atatürk dans l'imagination nazie, qui défait toute la mythologie entourant Atatürk et explique comment Hitler s'est inspiré d'Atatürk en plus de Mussolini. Justement pourquoi? Parce que la construction radicale d'Atatürk d'une nouvelle nation à partir des cendres de la défaite de la Première Guerre mondiale s'est faite parce que les gouvernements turcs avaient traité les minorités arméniennes et grecques, les nazis influents, comparés directement aux juifs allemands. Bon, tout ça, j'aimerais savoir pourquoi vous l'avez occulté dans votre... Je l'ai pas occulté. Parce qu'il est présenté comme un leader... Oui, mais je le maintiens. Et je vais répondre aussi sincèrement et aussi complètement que nécessaire à votre interrogation. D'une part, la religion turque, la religion islamique, pardon, et elle est officielle dans la première version de la Constitution, mais non pas, elle n'est plus officielle à partir de la fin des années 20. Donc voilà, donc ça, vous corrigez ça dans vos notes et dans vos sources. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, j'ai évoqué les échanges de population au traité de Lausanne. Voilà, si j'ai évoqué ce point-là, j'aurais pu tomber dans le pathos et évoquer les tourments réels des populations qui ont quitté ce qui était leur foyer familial, que ce soit les Grecs de Smyrne, d'autres villes, de Trabzon, et j'en passe et des meilleurs, de la même manière que les Turcs de Thrace. Voilà. Les événements de 1915, je ne les conteste pas, j'ai aucune raison de les contester. Mustafa Kemal n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Il a un moment fait figurer sur une liste britannique que j'ai trouvée dans un archive à Londres, où il était accusé avec d'autres responsables turcs d'avoir contribué à l'arrestation et au massacre d'Arméniens. Et dans le cas de Mustafa Kemal, on donnait le nom d'un docteur arménien qui aurait contribué à faire arrêter et à liquider.
J'ai recherché les éléments concernant ce docteur, notamment le village où il était supposé, et je n'ai trouvé aucune information confirmant cette information. Tout ça est noté dans mon livre, voilà. Donc ça veut dire que, de même que j'avais eu des échanges à l'époque avec un Français assez connu qui s'appelait Pierre Vidal-Naquet, que beaucoup d'entre vous, j'imagine, connaissent, et qui écrivait des choses sur Moustapha Kemal qui ne me paraissaient pas correspondre à la réalité. Je lui ai écrit, il a reconnu qu'il avait écrit en reprenant des choses qu'il avait lues, mais qu'il n'avait pas lui-même vérifié ce dont il s'agissait. Maintenant, que Moustapha Kemal soit un nationaliste à 100%, c'est oui, c'est un nationaliste à 100%. Et l'objectif de Moustapha Kemal était de... C'est pour ça d'ailleurs qu'il renonce à l'Empire, c'est qu'il veut que les Turcs soient maîtres chez eux, et il ne veut pas que ce soit d'autres qui expliquent aux Turcs comment leur pays doit être conduit et géré. Donc ça, la chose est claire. Donc effectivement, ça veut dire que les Grecs qui sont restés en Turquie, par exemple à Istanbul, ont souffert. Ils ont souffert, y compris après la mort d'Atatürk, puisqu'il y a eu à la fin des années 50 des mouvements, des pogroms, des massacres, appelez ça comme vous voulez. Tout ça est indubitable et parfaitement documenté, comme on dit ailleurs. Vous parlez de Dersim. Je ne suis pas d'accord avec vous sur l'affaire de Dersim. L'affaire de Dersim, c'est un soulèvement de Kurdes. Et si vous allez jusqu'au bout, c'est un soulèvement de Kurdes qui peuvent effectivement avoir été floués par les promesses d'Atatürk, c'est indubitable, mais qui sont aussi, qui ont fait l'objet aussi de soutien très très actif des services de renseignement britanniques, parce qu'au moment où il y a le soulèvement de Dersim, il y a un problème de contrôle des bassins pétroliers de l'Irak. Et donc les Britanniques veulent les contrôler et les Turcs aimeraient bien ne pas permettre aux Britanniques de les contrôler. Donc il y a ce jeu-là et qui effectivement fait que les SR britanniques jouent la carte kurde. À la carte britannique, il faut ajouter le jeu des services de renseignement soviétiques qui, après les bonnes périodes que j'évoquais tout à l'heure entre Moscou et Ankara, sont devenus beaucoup moins copains avec la Turquie de Kemal. Et donc, ils cherchent à déstabiliser, et ils cherchent à déstabiliser toute la partie orientale, c'est-à-dire la partie qui est frontalière avec l'Arménie soviétique, et la partie qui est plus au sud, qui aurait pu être le Kurdistan si le traité de Sèvres avait été appliqué. Voilà. Donc, c'est vrai que l'affaire de Dersim, comme les autres soulèvements kurdes, ont été très très sauvagement réprimés. Les Turcs ont bombardé avec leur aviation, les populations kurdes. Encore une fois, je ne peux pas sans arrêt citer mon bouquin, mais vous retrouverez tout ça écrit noir sur blanc. Donc j'ai absolument ni le souhait d'occulter, ni quoi que ce soit là-dessus. Mon bouquin et ma vision des choses, c'est que plus on dit les choses comme elles sont, plus on essaie d'avancer. J'aime beaucoup Atatürk, mais je connais aussi ses limites et ses défauts. Enfin, dernière chose sur Hitler, excusez-moi de ne pas être d'accord là aussi avec vous, ça fait partie des choses qu'un certain nombre d'auteurs répandent en disant que Hitler a pris comme modèle Atatürk. Non, il a vraisemblablement pris comme modèle les Ottomans sur les Arméniens, parce qu'effectivement, il y avait énormément d'Allemands qui ont rendu compte de la manière dont les choses se sont passées en 1915, ça c'est indubitable, mais là aussi, notamment dans le livre de Bloch, je fais appel à des sources plus récentes, où notamment il y a un certain nombre de bouquins qui sont parus récemment, qui reprennent la thèse que vous avez vous-même reprise, qui est le modèle Atatürk, hitlérien, autre chose. Voilà. Donc j'en dis ce que j'en pense. Vous avez compris que je n'étais pas convaincu à 150% de cette affaire-là. Voilà. Et puis par ailleurs, ce que vous avez vraisemblablement en tête, que vos sources ont dû vraisemblablement vous indiquer, c'est qu'à l'époque, quand les Allemands ont commencé à mettre en œuvre des politiques contre les Juifs, quel est le pays qui a accueilli énormément de chercheurs, de professeurs de médecine, de profs d'université juifs? C'est Ankara et Moustapha Kemal. Je vous en prie. C'est d'autres questions, c'est par rapport plus à Erdogan maintenant, oui. Parce que du coup le parallèle était intéressant. Moi j'aimerais savoir votre position par rapport à la politique de la Turquie envers Chypre.
C'est une politique qui, à mon avis, n'a pas de vision stratégique. Et est-ce que c'est de l'ordre selon... Enfin, J'allais poursuivre, mais ah, si vous me laissez... vous souvenez peut-être pas, parce que l'affaire remonte à 74, et j'imagine que peu de personnes dans la salle étaient nées en 74 et étaient déjà matures pour comprendre ce qui pouvait se passer. Et l'affaire remonte à 74, et l'affaire remonte à un des derniers premiers ministres kémalistes, Boulet Edjelit. Voilà. Donc on est dans une logique. Tout à l'heure, j'ai évoqué les détours religieux du post-kémalisme, mais j'aurais dû évoquer également d'autres détours. Et Edjelit est de ce point de vue-là assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui se proclamait à la fois totalement kémaliste et qui en fait avait des visions d'un certain nombre de choses qui étaient très très loin du modèle paternel. Bon. Et simplement, sur un point de détail, dans le gouvernement de Boulet Edjelit, il y avait des gens d'extrême droite, ce qu'on appelait à l'époque la MHP, voilà, de Turkesh. Voilà. Et donc c'est dans ce contexte-là que les Turcs ont envahi le nord de Chypre. Ça n'a aucun intérêt stratégique, ça leur coûte les yeux de la tête, ça les bloque sur tout un tas de dossiers internationaux, ils ne savent pas comment se dépatouiller de cette affaire. Sur le terrain, les choses ont beaucoup évolué en ce sens que Chypriote du Nord et Chypriote du Sud fonctionnent un peu par rapport à une situation qui vient. Voilà. Mais maintenant, ça ne règle pas du tout les sujets. Alors, bonjour monsieur. Bonsoir. Je vous remercie pour votre intervention. Ma question, elle concerne la politique actuelle d'Erdogan de réislamisation de la société turque. La question que j'aurais, c'est au vu effectivement de ce renoncement au kémalisme qui a perduré pendant des décennies, comment est-ce qu'on explique les mauvaises relations qu'il y a entre la Turquie et le gouvernement saoudien? Parce qu'effectivement, il y a eu l'affaire du journaliste Khashoggi il n'y a pas longtemps qui a un petit peu jeté un pavé dans la langue, mais Erdogan est depuis un petit peu plus longtemps que ça au pouvoir et en principe, il devrait y avoir un rapprochement entre les deux gouvernements. Je me demandais comment est-ce que vous expliqueriez cette distance. Le fait que vous soyez, le fait qu'Ankara mène une politique islamique ou islamiste et que les Saoudiens soient effectivement la référence, ne veut pas dire qu'ils soient d'accord sur tout. C'est-à-dire que si on applique la théorie des ensembles, une théorie mathématique, vous avez des gens qui sont islamistes de part et d'autre, mais qui appartiennent à des ensembles et qui ont une vision stratégique et une vision de leurs puissances respectives qui ne sont pas les mêmes. Les intérêts saoudiens ne sont pas les intérêts turcs, et les intérêts turcs ne sont pas les intérêts saoudiens. Pour prendre un exemple très facile à analyser, les Saoudiens sont une puissance énergétique par les ressources de pétrole. Les Turcs n'ont absolument aucune ressource pétrolière. Donc les Turcs ont tout intérêt, j'allais dire banalement, que le prix du pétrole n'augmente pas. Alors que les Saoudiens ont à l'encontre tout intérêt à ce que le prix du pétrole augmente. Donc je vous donne un exemple qui est là, mais vous avez par ailleurs d'autres exemples. C'est que les Saoudiens sont très très proches des Américains. Les Turcs essayent d'acquérir, sinon une indépendance, du moins une distance par rapport aux Américains. D'où le débat qu'ils ont avec Moscou et le gouvernement russe. Donc on peut multiplier ce genre d'exemples pour montrer que le fait que de part et d'autre vous avez des pays musulmans, je citais tout à l'heure l'Égypte. L'Égypte est un pays musulman également, et les relations entre les Égyptiens et les Turcs sont très très mauvaises. Voilà. À l'inverse, pendant toute une période, les relations entre Israël et les Turcs étaient excellentes. L'un des premiers pays à avoir reconnu sur le plan international Israël, c'était la Turquie. Jusqu'à l'incident qu'on appelle d'un bateau qui a été donc arraisonné par la marine turque, et donc à ce moment-là, il y a eu une quasi-rupture entre les Israéliens et les Turcs. Tout ça s'est très très bien passé. Donc encore une fois, Charles de Gaulle disait, parce qu'il est parti quelques années dans le Levant, il disait j'étais parti là-bas avec des idées simples. Voilà. Et s'il y a bien une zone où il faut éviter d'avoir des idées simples, c'est bien cette partie du monde. Parce qu'encore une fois, vous avez des ensembles, des sous-ensembles, et tout ça n'est absolument pas homogène. Et le cas de l'Arabie Saoudite et de la Turquie est de ce point de vue particulièrement important et significatif. Bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais vous demander, aujourd'hui, dans la situation actuelle de la Turquie,
est-ce que vous considérez que le modèle kémalisme pourrait faire son retour? Est-ce que les Kurdes auront aussi leur chance sur ces deux points? Je vous entends très bien. Merci. Alors, je commencerai par le second point. Les Kurdes sont un des peuples les plus malheureux qu'on puisse connaître. Parce que ça fait 60-90 ans qu'on leur fait des promesses. Les Turcs, je le disais tout à l'heure, mais d'autres pays voisins. Et donc aujourd'hui, personne n'a intérêt à ce que ces Kurdes deviennent un véritable État. D'autant plus, encore une fois, qu'ils sont partagés, je le disais tout à l'heure, entre 4 États. Si la malheureuse guerre de Syrie et les événements que l'on connaît encore peuvent avoir un effet bénéficiaire, c'est peut-être en ce sens qu'on a aujourd'hui une espèce de sous-ensemble à la frontière turque où vous avez une sorte de mini-État kurde. Voilà. Et donc, après, si les Américains et les Russes veulent imposer chacun à Ankara la poursuite et l'existence de ce mini-État, il pourra survivre. Mais dans quelles conditions, ça sera extrêmement compliqué. Parce qu'encore une fois, ce mini-État n'a aucune, ni sur le plan économique, ni sur d'autres, il n'a aucun moyen en tant que tel de vivre par lui-même. Donc il ne pourra vivre que s'il bénéficie d'un soutien extrême de ce qu'on appelle la communauté internationale. Voilà. Mais compte tenu de la manière dont les Kurdes ont aidé le bloc occidental dans la lutte contre Daesh, effectivement, ça serait la moindre des choses qu'on donne quelque chose aux Kurdes. Sur la première question, le retour d'un kémalisme, il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. C'est que le modèle du kémalisme, le modèle d'Atatürk, il fonctionnait très très bien à une certaine période. Il fonctionnait très très bien au moins jusqu'à les années 60, avec déjà les réserves que j'ai indiquées à partir des années 50. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait l'appliquer de manière non pas immédiate, mais identique à celle qu'avait voulu promouvoir Moustapha Kemal? Je n'en suis pas sûr. En revanche, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que les autres pays qui à un moment ont copié le modèle kémaliste ou atatürkiste, c'est-à-dire les grands élèves de Moustapha Kemal, ça a été Bourguiba en Tunisie, ça a été le Shah d'Iran en Iran et d'autres pays. Tous ces modèles, pour des raisons X et Y, ont également échoué. Donc ça veut dire que il y a un sujet qui dépasse le sujet proprement dit de la Turquie. Et donc si effectivement demain Erdogan était amené à quitter le pouvoir et des gens plus proches du modèle d'Atatürk revenaient au pouvoir, de toute manière, ce ne serait pas la copie conforme du modèle turc, du modèle d'Atatürk. Ça serait quelque chose qui aurait évolué par rapport à ce que Moustapha Kemal avait mis en œuvre. Mais ce qu'il faudrait, c'est effectivement retrouver les valeurs fondamentales du laïcisme, de l'égalité entre les hommes et les femmes, du rôle de l'éducation, enfin un certain nombre de facteurs qu'on peut parfaitement justifier en Turquie aujourd'hui. Bonsoir monsieur, Nicolas Garnier, 3e année. Tout d'abord, merci pour votre intervention. Je voulais rebondir ensuite en fait sur, vous avez parlé du possible achat de la Turquie à la Russie de missiles, plutôt en fait de boucliers anti-missiles. Je pense que vous faisiez allusion au S-400 à la Russie du coup. Et je voulais savoir, dans cette perspective, est-ce que vous pensez, puisque en fait par rapport à cet achat, le Pentagone a menacé directement Erdogan de conséquences terribles. Cependant, celui-ci a l'air plutôt déterminé pour poursuivre cet achat. Je voulais savoir dans cette perspective, est-ce qu'on peut envisager une possible sortie de la Turquie de l'OTAN? Et est-ce que le Pentagone, comment pourrait réagir le Pentagone à la suite de cet achat? Merci beaucoup. Excellente question. Naturellement très compliquée parce que je n'ai pas de boule de cristal à portée de main. Compte tenu de ce qu'on connaît du personnage psychologique d'Erdogan, je pense qu'il est prêt à le faire. Ou il pourrait être prêt à le faire. À quitter l'OTAN, oui. Bon. Ceci étant, vous savez qu'il a une des grandes réussites de politique intérieure d'Erdogan, avec le soutien d'ailleurs des Européens, c'est d'avoir complètement mis sous le boisseau l'armée qui était à la fois une puissance militaire, mais aussi une puissance sociale et économique. Parce que
Par exemple, Renault, qui est présente en Turquie depuis très très longtemps, a comme partenaire l'OIAC, et l'OIAC, c'est le fonds de retraite des militaires. Et c'est un des fonds d'investissement les plus importants en Turquie depuis belle lurette. Et par ailleurs, sur le plan institutionnel, les militaires et l'état-major jouent un rôle considérable que Erdogan a complètement marginalisé et a complètement supprimé. Donc, la question de... Je pense qu'à titre personnel, Erdogan serait prêt à prendre cette décision. La question, c'est de savoir comment réagirait l'armée turque. Est-ce que l'armée turque serait encline à tenter de renverser le gouvernement ou de faire en sorte que le gouvernement soit amené à reconsidérer cette décision. Donc ça, c'est en fonction de ce que les militaires turcs décideront ou ne décideraient pas que la fin du film serait à imaginer. Maintenant, que feraient les Américains? Vous voyez bien que la position de l'actuel président Trump, c'est de retirer le maximum de positions militaires de par le monde, et notamment dans les zones traditionnelles de présence américaine. Vous voyez bien les décisions qui ont été prises en Syrie et en Irak, puisqu'encore une fois, ils ont maintenu quelques centaines d'hommes et ils ont retiré tout le reste. En Afghanistan, ils veulent retirer. Donc, très clairement, l'objectif américain, c'est de se retirer et de repositionner, le cas échéant, soit un peu plus vers la mer de Chine, parce qu'ils considèrent que c'est là où ça va se passer, soit vers le cyberespace, parce qu'ils considèrent que les enjeux de demain sont là-bas. Voilà. Et donc, il est évident qu'au sein du Pentagone, l'idée que demain la Turquie ne soit pas dans l'OTAN suscitera énormément de contestations, énormément d'état d'âme, mais in fine, est-ce que ça sera une déchirure dramatique pour la posture militaire et diplomatique américaine? Je n'en suis pas sûr. Bonjour monsieur, merci pour votre conférence. J'avais une petite question à vous poser. Oui. Donc tout d'abord, lors de la guerre d'indépendance de la Turquie, vous avez dit, si je me souviens bien, que Atatürk avait soutenu l'islam, ou en tout cas qu'il avait reçu le soutien de la communauté islamique de la Turquie. Et donc, ce que je voulais savoir, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que comment ça se fait qu'après, suite à la décision d'Atatürk de revenir à un État laïque ou de venir à un État laïque, comment ça se fait que les religieux ont continué à le suivre et surtout ne se sont pas sentis entre guillemets trahis par lui? Je vous remercie. Votre question c'est un peu comme la première question que posait votre camarade. Il est évident que Mustafa Kemal a trahi ceux qui l'ont soutenu au titre de l'argument religieux. Et non seulement il les a trahis de ce point de vue-là, mais il a continué à les trahir puisqu'il a supprimé le califat, il a supprimé tout un tas de considérations d'avantages que possédaient les religieux. Il a interdit la pratique publique de la religion, il a interdit les homélies, il a interdit tout un tas de choses. Donc indubitablement, vous êtes imam, vous avez soutenu la cause nationaliste entre 18 et le traité de Lausanne, et à partir de 23 jusqu'à la fin des années 20, vous considérez comme trahi. Vous considérez d'autant plus comme trahi, c'est que si à l'époque vous bougez le petit doigt, les autorités nationales turques, la police, la justice, vous expriment très clairement ce qu'ils entendent faire de votre contestation. C'est-à-dire que vous avez là aussi une jeune femme qui était là, elle n'est plus là, mais en 1926, il y a un procès considérable que conduit le gouvernement de Mustafa Kemal, dans lequel il élimine tous ceux avec lesquels il avait combattu au début de la guerre d'indépendance, donc des gens politiques, des militaires. Il invente un complot, un attentat contre lui, et il organise donc l'élimination de tous ces gens-là. Et dans la foulée, tous ceux qui pour une raison ou pour une autre ne sont pas d'accord avec lui, se retrouvent effectivement liquidés. Il y a un télégramme que j'ai retrouvé de l'ambassadeur de France qui explique quelle était la surprise de Sabonne quand, en sortant de la résidence de l'ambassade d'Ankara, elle a vu un certain nombre de gibets, pas très loin de la résidence, et de pieds
se balancer la suite de décisions qui avaient été prises. Voilà. Et il y a un autre télégramme encore plus original de l'attaché militaire français qui était à Istanbul, qui raconte que Mustafa Kemal aurait été très choqué par le chant par l'appel à la prière, et qu'il aurait décidé, il aurait demandé à ce que le minaret soit rasé pour qu'on évite de renouveler ce genre d'affaires. Voilà. Donc les choses sont malheureusement très claires. Bonsoir monsieur, merci tout d'abord pour votre conférence. Moi je voudrais deux petites questions. Alors la première, c'est donc on connaît l'importance que l'armée a jouée en Turquie des janissaires aujourd'hui. Et l'armée turque a participé à de nombreux putsch ou tentatives de putsch, et on sait qu'elle a toujours surveillé le pouvoir politique en place en Turquie. Et donc moi j'aimerais revenir au putsch, tentative de putsch échouée en 2016. Est-ce que vous ne pensez pas que justement Erdogan est en train d'essayer de voler le rôle politique de l'armée turque en Turquie pour justement avoir un pouvoir beaucoup plus centralisé sur l'AKP? Et donc la deuxième question, c'est suite au putsch militaire turc, un des premiers pays à avoir soutenu Erdogan, c'est la Russie. Sachant que les deux pays étaient à couteau tiré suite finalement à l'avion qui a été descendu par la TCA turque. Voilà, je voulais voir votre opinion dessus. Oui. Merci. Alors, sur ces deux points, la première question, j'ai un peu répondu à un camarade qui est en troisième année, qui est au fond, qui m'a interrogé sur le bouclier antimissile. Erdogan, je vois que vous connaissez un peu bien le sujet. Entre 1960 et 1980, il y a trois prises de pouvoir par les militaires. Et après, il y en a un certain nombre qui sont des tentations. La réussite de l'AKP et d'Erdogan tout particulièrement, et lorsqu'il arrive au pouvoir, il explique à tous les Européens qu'il veut rejoindre l'Union européenne. Et donc, les négociations qui existent depuis les années 60 prennent une nouvelle dynamique, et les Européens disent à la Turquie, il n'est pas question pour vous de rejoindre l'Union européenne tant que le pouvoir civil sera sous contrôle implicite et explicite des militaires. Et donc les éléments constitutionnels ou paraconstitutionnels qui laissent un certain nombre de pouvoirs à l'état-major et à telle autorité militaire doivent être supprimés. Donc Erdogan revient à Ankara, il explique aux autorités militaires, je suis désolé les gars, c'est pas moi qui le demande, mais c'est Bruxelles qui me dit que je suis obligé de modifier les lois et de faire en sorte que le pouvoir que vous aviez, vous ne l'avez plus. Voilà. Et donc c'est passé non pas comme une lettre à la poste, mais depuis donc la première décennie du XXIe siècle, les militaires ont perdu les éléments de contrôle institutionnel, de fait ou de droit, qu'ils avaient antérieurement. Donc, encore une fois, la situation est devenue très très différente de celle qui fait que depuis 10 ans, vous avez pu avoir des petites tentatives d'eux, mais à aucun moment, ni d'une manière explicite ni d'une manière implicite, l'état-major turc n'a pris des positions qu'il aurait pu prendre antérieurement. Sur l'affaire de 2016, je ne sais pas s'il y a eu tentative de coup d'État ou pas tentative de coup d'État. S'il y a eu tentative de coup d'État, elle était franchement pas très professionnelle. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les premiers qui ont informé Erdogan, ce sont les Russes. Parce que les Russes, par leur service d'écoute en Syrie, ont capté des trucs, des échanges entre les unités dites mutines et ont prévenu la présidence. Ce qui explique que dans la foulée de l'échec du coup d'État, Erdogan est allé rendre visite à Poutine, à Saint-Pétersbourg, et qui explique que la malheureuse veuve du pilote abattu par la DCA turque, on lui a expliqué qu'il fallait surtout qu'elle se taise, russe, qu'il fallait qu'elle se taise et qu'elle oublie le sort de son malheureux mari, puisqu'il y avait des enjeux stratégiques très importants entre la Russie et la Turquie, et que c'est ça qui devait être traité en priorité par rapport à toute autre considération. Et ce qui explique que les Russes jouent un rôle complexe, mais néanmoins très très actif aujourd'hui dans le débat avec la Turquie, et très clairement, les Russes utilisent la Turquie pour être encore plus présents à la fois dans la zone de la mer Noire, derrière la zone de la mer Noire, la Méditerranée,
Parce qu'encore une fois, le problème qui est purement géographique, c'est-à-dire que si la flotte russe veut sortir de la mer Noire, elle ne peut pas faire autrement que par les détroits, et si la flotte russe veut se projeter, et notamment en Syrie, dans la fameuse base de l'attaquer, il faut bien qu'elle passe par là. Même si aujourd'hui les moyens missiles et autres permettent à la flotte russe de tirer à partir de la Caspienne, il n'en reste pas moins qu'il faut bien qu'ils se bougent. Et donc c'est pour ça que la proximité diplomatique et militaire entre les Russes et les Turcs sont devenues aussi importantes pour Moscou. Et c'est pour ça que Erdogan joue également de la carte russe par rapport aux Américains et aux Européens. Bonsoir, merci pour votre conférence. J'aurais une petite question relative au fait que est-ce que Mustafa Kemal a songé à la pérennisation justement des mutations qu'il avait apportées? Est-ce qu'il s'est dit qu'il y avait un risque compte tenu de l'héritage culturel et civilisationnel qui est à nouveau un mouvement opposé? Ensuite, j'avais une autre question qui était relative à la succession politique d'Erdogan. Est-ce qu'il y aurait une sorte de tentation plus autoritaire? Est-ce qu'il y aurait un risque de déstabilisation économique avec le fait, comme vous l'avez rappelé, de l'affaiblissement de la monnaie turque et du fait que leur dette étant liée en dollars, les pressions américaines pourraient s'exercer là-dessus? Merci. Sur le premier point, sur la manière dont Atatürk imaginait la Turquie après lui, il y a deux éléments de réponse. La première, c'est que Atatürk s'est marié, il a divorcé, il n'a pas eu d'enfants et il a adopté plusieurs enfants. En dehors d'une hypothèse qui n'est pas validée, comme quoi il aurait adopté un jeune Arménien, ce qui est formellement connu, c'est qu'il a adopté un certain nombre de filles. Et toutes ces filles remplissaient un modèle. C'est-à-dire qu'il y a une fille qui était historienne, il y a une fille qui était pilote d'avion. Voilà. Chacune jouait un rôle social, sinon sociétal. Ensuite, sur la question de savoir si indépendamment de cette question héréditaire, est-ce qu'il a pensé à sa succession et à la manière dont la Turquie pouvait évoluer après lui? Encore une fois, il avait un premier ministre, Ismet İnönü, qui a été son successeur. Je pense qu'il comptait sur lui tout en sachant que Ismet İnönü, c'était un peu Georges Pompidou par rapport à De Gaulle. Voilà. Et donc, c'est à la fois quelqu'un qui était proche et quelqu'un d'extrêmement différent. Je pense que, vous savez, enfin, c'est naturellement très compliqué à imaginer, mais quand vous faites une œuvre, même si on peut la contester, mais aussi majeure pour votre pays que l'a faite Atatürk, vous êtes tellement dans l'action que vous n'avez pas le temps, ou même peut-être pas la volonté psychologique de vous projeter dans l'après vous-même. Parce que c'est très difficile de passer d'une vision active à une vision qui est obligatoirement posthume. Voilà. Mais ça, c'est un sujet à la fois pour les historiens et pour les psychologues qui est un sujet très intéressant. Sur la deuxième question, pour les suites d'Erdogan, il y a des élections municipales très prochainement en Turquie, donc on va voir comment tout ça va se passer. Il y a autour de Erdogan, il y a des gens qui sont à la fois AKP mais qui sont différents de lui. Il y a notamment l'ancien président Gül qui s'est retiré depuis pas mal de temps et qui est considéré par un certain nombre de milieux turcs comme un recours possible, qui lui s'est abstenu depuis quelques années de prendre la moindre position pro-Erdogan. Voilà, donc on peut penser que, bon, et vous savez qu'il y a des membres de sa famille qui sont très très actifs, très très... Bon, ouais. Donc tout ça va être un panier de crabes obligatoirement. Si jamais Erdogan, qui fut malade mais qui apparemment, dont le cancer a été traité, s'il était soit battu, soit s'il était amené à quitter le pouvoir. Donc ça veut dire que les choses seront compliquées. Il est évident que par rapport à la question que posait votre camarade sur l'OTAN, etc., les Américains ont effectivement des moyens de pression habituels qu'ils utilisent avec allégresse à chaque occasion, et que ça pourrait être très ennuyeux. Après, c'est là où le rôle russe peut jouer, parce que les Russes peuvent effectivement apporter du financement, ils peuvent apporter des moyens techniques, ils peuvent jouer le rôle. Et donc c'est là où, encore une fois, par rapport à ce que je répondais à l'instant à votre camarade, le facteur russe, c'est un facteur qu'il ne faut jamais marginaliser. Monsieur Jebekov, merci beaucoup. Je crois qu'on peut